Olivier Bianchi, bonjour. Bonjour. Vous êtes né le 10 juin 1970 à Paris et découvrez la ville de Clermont-Ferrand dans vos jeunes années pour y étudier le droit public et également un débat en sciences politiques. Un temps chargé de travaux dirigés à la fac de droit. Vous êtes élu en 2008 adjoint au maire chargé de la vie culturelle. Vous êtes par la suite élu maire en 2014, réélu en 2020. Vous êtes également en parallèle président de la métropole depuis 2014. Olivier Bianchi, bonjour, bienvenue. Bon, merci de votre invitation. Avec plaisir. Donc Olivier, première question, pouvez-vous expliquer en quoi consiste la fonction de maire? Si je devais la résumer, moi j'appelle ça de l'ingénierie de la décision politique. Évidemment, il y a plein de choses légales ou de droit, présider le conseil municipal, prendre des arrêtés municipaux, mais la vie d'un maire se résume pas à ce qui est le droit, elle est aussi ce qui est de l'ordre de, si on parlait de la coutume, ou en tout cas de la doctrine, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour prendre des décisions de gouvernance de la collectivité. Et l'ingénierie, ça veut dire que par-delà les institutions, conseil municipal, etc., il y a des instances, il y a des comités techniques, des COPIL, des bureaux municipaux, des intergroupes, tout un ensemble d'espaces où je suis le coordonnateur en quelque sorte des débats, des décisions, où on va faire travailler des sachants, des experts, des techniciens, et où face à des scénarios avec des choix, on va finalement prendre des décisions et arbitrer entre différentes possibilités. C'est pour ça que j'appelle ça une ingénierie, c'est parce qu'en fait, on essaye de mettre en œuvre la décision et la rendre la plus démocratique et la plus transparente et la plus calibrée possible. D'accord. Justement, une question en lien avec cette ingénierie, quelles sont pour vous les responsabilités d'un maire au quotidien ? En fait, c'est de prendre d'abord toutes les décisions qui appellent sur les compétences municipales, une décision de la mairie. Ça va être le prix de la cantine, ça va être les transports publics, ça va être la question sociale avec le CCAS. Donc un grand ensemble de décisions parce que les mairies sont une des collectivités qui a quasiment une compétence générale. Et donc en réalité, pratiquement peu de secteurs échappent à notre décision, même si souvent en fait on vient en appui ou en accompagnement d'acteurs, soit associatifs, soit institutionnels, par exemple le BDE de la fac ou la fac elle-même. D'accord. Et une question, donc je l'ai dit en introduction, vous êtes élu maire pour la première fois en 2014, réélu en 2020. Comment devient-on maire? Et pouvez-vous nous parler par exemple de vos 2 élections passées en tant que candidat? C'est difficile de dire comment on devient maire, parce que on pourrait dire qu'il faut être au bon endroit au bon moment. Mais moi, je suis un militant d'abord politique. J'ai commencé à militer dans les années 90. J'avais découvert avec la réforme de Vaquet qu'on pouvait, en étant dans les manifs, changer les choses. Donc j'ai très vite voulu exercer des responsabilités. En 95, j'ai appris le métier en quelque sorte, puisque j'ai été élu conseiller municipal. Et donc on devient maire parce que petit à petit on se rend compte que on a envie d'exercer l'ensemble des compétences, que vos pairs PARS vous reconnaissent cette légitimité de leader en fait. Et ensuite c'est les électeurs qui tranchent face à une offre de différents candidats et qui disent c'est celui-ci qui nous semble avoir et le projet et la personnalité la plus à même de remporter nos suffrages. Je dis personnalité parce que je pense qu'il faut aussi, pour être maire, un moment, puis il faut aussi des atouts. Je pense que par exemple, être empathique, être en capacité d'être à l'écoute, c'est pour moi des éléments qui vous rendent possiblement maire, plus que d'autres qui vont être plus timides ou plus fermés à l'échange et donc moins en capacité d'être finalement celui qui représente la collectivité. D'accord. Et je fais le pont. Une question qu'on pose souvent aux élus, comment, concrètement, le soir de l'élection, vous apprenez les résultats? Est-ce que c'est aussi via la préfecture ou autre? Non. On est dans notre bureau. J'ai moi-même la centralisation des bureaux de vote, puisque c'est moi qui l'a fait. Donc j'ai les résultats qui tombent au fur et à mesure que les bureaux sont dépouillés. D'accord. Donc quelquefois je peux comprendre que je vais être élu un petit peu avant que les résultats soient finis. Et ensuite, quand on l'apprend, peut-être que on saute pas partout, on n'ouvre pas une bouteille de champagne, ça c'est des mythologies. On prend le poids des responsabilités sur ses épaules et on se rend compte que maintenant c'est sérieux. Vous devenez celui qui représente, qui incarne une communauté de destin, en l'espèce une ville et ses habitants. Oui, vous êtes investi pour un nouveau mandat.
Exactement. Une question justement en lien avec ce mandat. Je pense que vous n'avez pas une réponse stricte à m'apporter, mais y a-t-il une journée type ou est-ce que vous auriez des missions qui sont plutôt récurrentes? Oui, là, on peut dire qu'à la fois, ce qui est passionnant dans le travail de maire, c'est qu'il y a plein de choses différentes. On rencontre tous les secteurs d'activité, on découvre plein de métiers, l'hôpital, l'armée, l'université, mais aussi les associations dans les quartiers, les écoles. Donc on est multicarte. Donc ça c'est passionnant. Mais effectivement il y a une semaine type, je dirais. En général, le lundi, par exemple, j'ai une réunion de mon cabinet, on fait l'agenda. Le soir, il y a d'autres choses, hein, mais le soir, j'ai une réunion du bureau municipal, c'est-à-dire l'ensemble des adjoints. Le mardi est plutôt une réunion avec la direction générale, c'est-à-dire que c'est une journée qui va être très tournée vers l'administration de la collectivité. Et le mercredi et le jeudi, ça va être des rendez-vous et des rencontres avec des acteurs. Et le vendredi, c'est la même chose, mais avec la métropole. C'est-à-dire que d'abord le matin, j'ai une réunion tous les vendredis matins de 9h30 à peu près à midi et demi avec l'ensemble des 21 maires. C'est là qu'on gouverne la métropole et quelquefois l'après-midi des réunions de travail avec la direction générale de la métropole. Oui, parce que vous c'est une spécificité. Vous avez la double casquette. Exactement. Comme beaucoup de maires de grande ville. Oui. Et le week-end, c'est le moment où on rencontre souvent les habitants. Parce que c'est là où il y a des manifestations, des événements, et donc en fait le samedi et le dimanche sont consacrés à représenter la ville dans une foultitude de manifestations d'une grande diversité, donc d'une grande richesse. Oui, maire, c'est une fonction à plein temps de toute façon. C'est presque du H24. Oui. Bon, une question justement en lien avec ça. Qu'est-ce qui pour vous fait le bon maire et le mauvais maire? C'est difficile parce que il faut pas parler de soi. Non, je pense que le bon maire, c'est quelqu'un qui se donne corps et âme à la collectivité et qui essaye de prendre des décisions qui sont des décisions qui font consensus pour le plus grand nombre. C'est celui qui essaye d'avoir une vision du territoire et de la mettre en œuvre à travers une foultitude de décisions. Et puis peut-être c'est celui, je le dis, qui est empathique, qui est à l'écoute, qui est capable d'entendre les besoins. Finalement, c'est un fédérateur d'énergie, et donc c'est celui qui va rendre possible les choses pour une foultitude d'acteurs qui attendent de la ville un soutien ou un accompagnement. D'accord. Et bon, tout à l'heure vous nous disiez, maire, c'est du 24-24. Quels sont pour vous les bons côtés et les mauvais côtés qui peuvent contrebalancer? Moi, je me plains assez peu parce qu'on a choisi. Donc, ça serait pas juste de se plaindre. Les mauvais côtés, ça peut être paradoxal, mais c'est quand on est un homme public, ou une femme d'ailleurs, ça veut dire que vous êtes sans arrêt sous le regard. Et cette tension-là, elle est de représentation en quelque sorte. Oui. Elle vous met quelquefois en difficulté. C'est pour ça que les vacances à l'extérieur de la ville, c'est-à-dire retrouver une forme d'anonymat, c'est assez jouissif. Oui, je veux bien vous comprendre. Vous en parliez aussi tout à l'heure, du lundi au samedi, voire même le dimanche, vous êtes maire. Et comment vous arrivez à articuler ça avec votre vie personnelle? Si c'est du 24-24, comment on arrive à trouver un peu de place pour la famille? La réponse serait différente si vous demandez à mon ex-femme, puisqu'on a divorcé. Oui. Moi, j'ai fait des choix, et ces choix, d'abord ceux qui partagent ma vie l'ont fait en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'ils m'ont connu élu, ils m'ont connu engagé dans la politique, donc ils savaient. Je garde du temps pour moi d'abord aussi, pour réfléchir, pour lire. La lecture est pour moi un dérivatif qui me permet de me guérir de toute cette pression collective. Oui, vous êtes un grand fan d'histoire aussi. Oui, exactement. Et ensuite, j'ai par exemple quelques règles. Mon fils, je mange depuis l'âge de 9 ans, il en a 19 maintenant, tous les mercredis midi avec lui. C'est quelque chose que je n'enlève pas et que je maintiens à mon agenda parce que c'est pour lui et pour moi 2h30 d'échange, de dialogue, et je pense qu'on y tient l'un et l'autre. Une question qui, je pense, doit être publique. Le salaire d'un maire de grande ville, en l'occurrence le salaire de Clermont-Ferrand, du maire de Clermont-Ferrand, est-ce que vous pouvez nous le donner? Oui, c'est tout à fait public. C'est même d'ailleurs, comment dirais-je, bien que ça le soit. En réalité, j'ai un double salaire. J'ai un salaire de président de la métropole et un salaire de maire de Clermont. Cependant, la loi interdit à ce que ces salaires, donc en gros, c'est des salaires qui sont autour de 5 000 euros bruts. Donc ça ferait 10 000 euros. Or, les salaires sont, comment dirais-je, plafonnés. Donc on n'a pas le droit d'avoir ça. Donc j'ai en réalité
un salaire qui oscille qui est en net à 6 000 euros, c'est-à-dire 6 200 exactement, 3 100 de la ville et 3 100 de la métropole. Et une question en lien, vous reparliez justement de la métropole. Est-ce que vous arriveriez à quantifier entre la métropole et la ville, qu'est-ce qui vous prend le plus de temps concrètement au quotidien? Aujourd'hui, la métropole, c'est très important. Je dirais 50-50. D'accord, oui. D'ailleurs, un grand nombre de décisions, un grand nombre de politiques publiques sont transverses et nécessitent une vision des deux. Notamment dans le cadre d'une métropole, parce que par exemple l'urbanisme, c'est aujourd'hui à la métropole, même si ça se passe sur la ville de Clermont. D'accord. Ce qui d'ailleurs explique que ma réunion de direction générale, c'est une réunion mixte, c'est-à-dire que je fais ça avec à la fois la direction générale de la ville et la direction générale de la métro en même temps. D'accord. Et concrètement, est-ce que vous pensez que vous arriveriez moins à faire ce que vous voulez, ce pour quoi vous êtes élu, si vous étiez uniquement maire de Clermont-Ferrand et Évidemment. pas aussi président de la métropole? Évidemment, je suis un grand défenseur de la fonction de maire et de président, parce que en fait, je vais vous donner un exemple très concret. Sinon, il y aurait la schizophrénie est dans mon cerveau. Oui. Et donc, j'arrive à gérer avec moi-même de dire quand il faut arbitrer qui est perdant et qui est gagnant. Si vous avez deux hommes ou deux femmes politiques ou un homme et une femme, ils vont incarner chacun leur institution et donc les disputes, il n'y aura pas d'arbitre suprême. Oui. Je prends un exemple aujourd'hui pour pouvoir investir un peu plus fortement, je donne un exemple très concret au dernier budget, pour investir plus fortement à la métropole et donc pouvoir tenir les engagements sur un certain nombre d'investissements, on a dû réduire notre endettement à la métropole. L'endettement de la ville est très faible et donc j'ai décidé de faire un moratoire sur l'endettement de la ville, c'est-à-dire que le remboursement par la métropole puisque quand on a transféré oui. aussi notre endettement, et pour un an, et c'est une opération à 4,5 millions d'euros, oui. La métropole ne remboursera pas cette année, c'est un moratoire, ce qu'elle doit à la ville, parce que la ville peut le supporter et ça permet à la métropole de continuer ses investissements. C'est un moratoire, ça veut dire qu'elle remboursera évidemment l'année d'après. Oui, oui, d'accord. Mais ça, c'est parce que c'est le maire président oui, la double casquette. Qui peut arbitrer ça. D'accord. Bon, une question plus administrative. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du pouvoir de police du maire, parce que c'est aussi une des prérogatives que vous avez, et comment vous l'employez? Faut bien que les gens comprennent, mais je pense que les étudiants en droit le savent. Oui. C'est pas la police, même si je suis officier de police judiciaire, je suis pas shérif. Non. Et donc, ce n'est pas obligatoirement des objets de police au sens où on pourrait entendre les activités d'un commissaire, d'un inspecteur ou d'un policier national. Je prends des mesures, soit de police administrative, notamment, par exemple l'horaire de fermeture des bars. Oui. Je vais également prendre l'interdiction de vente d'alcool à partir d'une certaine heure. Je reste sur des sujets qui intéressent ça intéresse les étudiants, oui, oui. Voilà, exactement. Vous voyez, je m'adapte au sujet. Oui. Donc voilà, je vais prendre des décisions de ce type qui sont en fait des pouvoirs de police. D'accord. Et concrètement, pareil, dans cette lancée, au niveau de vos pouvoirs, quelles sont les décisions que vous pouvez prendre seul? Est-ce qu'il y a des décisions où vous allez devoir avoir l'habilitation du conseil municipal? 80% des décisions, ou même 90%, sont habilitées par le conseil municipal. Il y en a quelques-unes qui sont prises par moi, mais il y a de toute façon une information au conseil municipal. Ça, c'est pour ce que je dirais des décisions qui doivent s'ancrer dans la ville. Après, je prends des dizaines et des centaines de décisions par jour qui ne relèvent pas du conseil municipal et qui vont relever de l'ingénierie politique dont je parlais tout à l'heure. Est-ce qu'on passe ce dossier devant le bureau des maires? Est-ce qu'on entame une discussion avec tel ou tel partenaire pour signer une convention? Mais ensuite, tout ce qui est de l'ordre de la réalité, ça passe en conseil municipal. Donc en quelque sorte, moi, en back-office, je peux prendre des décisions qui vont être basées sur mes valeurs, sur mes principes, sur ma vision stratégique, qui sont des décisions techniques. Et ensuite, toute décision qui engage la collectivité, elles sont irrémédiablement, obligatoirement, passer en conseil municipal. D'accord. Et c'est là tout l'intérêt d'avoir un conseil qui est représentatif des élections, donc municipalité, majorité et opposition. Donc il y a une vraie vie démocratique derrière. D'accord. Et même quand, je redis, même quand je prends des décisions qui ne relèvent pas juridiquement du conseil municipal, il y a une information qui est donnée au conseil. Donc il n'y a pas de vote, mais tous les conseillers, c'est public, connaissent mes décisions. D'accord. Une question plus d'actualité cette fois. On est en plein vote de la loi de finances. Comment une municipalité fait-elle pour établir un budget et se financer? D'abord, il faut rappeler que contrairement à l'État, nous, on vote des budgets en équilibre. Donc, on n'a pas de déficit chronique. C'est-à-dire que si on s'endette, il faut qu'on prévoie l'argent pour rembourser notre dette chaque fois. Et donc, c'est un budget en équilibre, comme dans une association d'ailleurs. Et oui.
ce que je fais, nous avons 3 types de leviers de ressources, si je schématise. Hein. Oui. Des ressources propres qui sont les ventes de produits, voilà, les impôts quand il en reste, puisqu'il en reste de moins en moins, et l'endettement. Donc nous allons gérer ces 3 leviers avec des décisions plus ou moins fortes. Et ensuite, quand nous avons défini finalement la structure des recettes, c'est-à-dire le budget tel qu'on l'a, on va regarder ce qu'on peut dépenser. C'est pas l'inverse. Et donc ensuite, on va mettre en place en fonctionnement et en investissement, parce qu'il y a les 2 budgets, des décisions. Sachant que il faut comprendre quand même que 64%, 65% du budget de fonctionnement de la ville, c'est de la masse salariale. Oui. C'est les ATSEM dans les écoles, c'est les cantinières, c'est les policiers municipaux, c'est les gens qui balayent la voirie, etc. Donc là, globalement, il faut contenir la masse salariale pour pouvoir faire d'autres choses. Ensuite, vous avez un gros volet de subventions aux associations et aux structures. Et la vie culturelle, oui. Voilà, la vie sportive, culturelle, etc. Et puis, en dépenses, vous allez avoir ensuite la section d'investissement. Par exemple, on a fait un fonds de concours avec la métropole pour le CAP. On a donné une certaine somme d'argent, donc on va être partenaire, on va participer, on aura des projets d'investissement propres, et puis on va accompagner par des fonds de concours les projets de partenaires qui sont autour de nous, et quand on estime qu'ils sont nécessaires et utiles au bien commun. Oui, il y a un vrai rôle de mécénat, si je puis dire, de la ville pour oui, cette activité. Le mot est pas tout à fait juste parce qu'on n'est pas un mécène, parce que sinon ça ferait un peu les princes de la Renaissance. Mais il y a en tout cas, vous avez raison, un rôle de soutien et d'accompagnement des forces vives du territoire. D'accord. Une autre question, pour le coup, je suis originaire de Vic-le-Comte. On est sur une ville plus petite. Une question, en quoi être maire de Clermont-Ferrand, donc la plus grosse ville du département, diffère d'être maire d'une petite commune? Moi, je suis plutôt admiratif de mes collègues, en réalité. Moi, il faut comprendre que j'ai 2500 employés à la ville, 2500 à la métropole, que j'ai un service juridique de 30 de personnes, que j'ai des directeurs généraux adjoints et des directeurs généraux qui ont fait l'équivalent de l'ENA pour la collectivité locale, c'est-à-dire l'INET, qui sont des très hauts fonctionnaires, qui sont souvent diplômés, spécialistes en droit, spécialistes en éco, spécialistes en marché public. Mes collègues maires ruraux, ils ont quelquefois un secrétaire ou une secrétaire de mairie à la place d'un directeur général. Ils ont jamais de service juridique. Ils ont quelques cantonniers, quelques dames dans les cantines scolaires. Et donc c'est des hommes orchestres. Oui. Moi, je suis admiratif quand ils font une soirée dans leur village ou dans leur ville. Souvent, ils préparent l'apéritif, ils mettent les barrières pour que le défilé puisse se faire. Et puis, ils sont de A à Z en première ligne. Moi, je vais à une inauguration, j'ai un service protocole, j'ai un service qui a organisé tout ce que je viens de dire. Je viens, je fais un discours et je suis disponible pour échanger avec les gens. C'est pas du tout ce que je dis condescendant, c'est qu'au contraire, je suis admiratif du travail que font les élus locaux et ruraux notamment, et c'est pour ça que les maires ruraux démissionnent ou sont de moins en moins nombreux à postuler. Pour la mairie de Clermont, il y aura toujours des gens pour rêver au fauteuil, parce que c'est une grande structure, elle est puissante. Les budgets sont sans commune mesure aussi. Donc les projets, les partenaires sont hyper intéressants. On croise plein de gens extrêmement enrichissants. En milieu rural, les moyens sont plus faibles, les supports logistiques et techniques de l'administration sont plus fragiles, et donc le maire, il a beaucoup de mérite. D'accord. Et une question justement, vous en parliez, au niveau du budget par exemple, pour une ville comme Clermont-Ferrand, sur une année... C'est le budget général ? Oui. C'est 285 millions d'euros. D'accord, oui. Et donc le plus gros poste, c'est justement le... En fonctionnement, c'est l'investissement. En fonctionnement, c'est la masse salariale. Oui. Ensuite, en investissement, ça dépend des années, ça dépend des projets. Pour vous donner un autre ordre d'idée, la métropole, c'est à peu près un tout petit peu plus, 300 et quelques, mais on va faire cette année 200 millions d'euros d'investissement. Oui. Donc, par exemple, 42 millions sur les voiries, en dehors d'Inspire. D'accord, oui. Donc, la métropole, c'est un outil extrêmement puissant. C'est pour ça que j'ai souhaité qu'on devienne une métropole. C'est parce que là, on est sur des structures qui peuvent vraiment agir. Par exemple, faire levier sur l'économie, faire levier dans la compétition en matière d'enseignement supérieur et de recherche, sur des sujets qui sont stratégiques. Vous disiez, c'est pour ça que j'ai souhaité qu'on devienne une métropole, c'est-à-dire ? Parce qu'en fait, quand je suis arrivé, nous étions une communauté d'agglos. Oui.
Il y a eu la réforme qui a mis en place les communautés urbaines, donc j'ai choisi de me transformer en communauté urbaine. Et quand le président de la République a annoncé la création d'une quinzaine de métropoles, nous n'étions pas dans ces 15 villes. C'était pour l'essentiel les 15 villes les plus grandes de France. Et j'ai dit qu'il était inacceptable que, en termes d'aménagement du territoire, le centre de la France n'est pas une métropole qui polarise plus largement le Massif central. En termes d'aménagement national du territoire, j'ai lobbyé auprès du Premier ministre de l'époque, auprès du Président de la République, et j'ai obtenu que Clermont-Ferrand, en même temps que Toulon et Metz, ont été les 3 dernières métropoles qui ont été rajoutées, ce qui fait qu'on doit être 17, je crois, aujourd'hui, ou 18. Et Pardon, ça explique, c'est pas juste un titre, une barrette et grossir pour grossir, c'est que la métropole prenait des compétences que n'avait pas la communauté urbaine, notamment en matière, par exemple, d'urbanisme. D'accord. Et c'était délégué, ces compétences, jusqu'à présent, elles étaient dans les 21 communes. D'accord, oui. Donc on a fait ce qu'on appelle en langage du transfert de compétences. D'accord. Et du transfert d'agents. Une autre question qui pour le coup est plus personnelle. À Clermont-Ferrand, via les noms des rues notamment, et des monuments ou autres, on connaît certains grands-mères. Qu'est-ce qui, selon vous, marquera votre empreinte sur Clermont-Ferrand, et est-ce qu'on y pense concrètement à l'image qu'on va laisser, à l'empreinte qu'on va laisser, à son héritage? Je sais pas comment sont les autres. Moi, il se trouve que j'ai un rapport à la mort très compliqué et que je pense qu'en partie, c'est pour ça que je fais de la politique. Je n'ai pas envie de tomber dans le néant. Donc, je vous fais une confidence presque psychanalytique. Et donc, bien sûr qu'on pense à l'empreinte qu'on va laisser. Cette empreinte, c'est surtout que les gens se disent il a bien fait son job. Donc moi, ce que j'espère, c'est que, on retiendra que j'ai pu entamer la transition écologique d'une ville, parce que je pense que dans les années qui viennent, les choses vont être terribles, et je voudrais pas que mes petits-enfants ou nos petits-enfants se disent « mais le maire de ces années-là n'a rien fait ». Et puis après, j'ai quelques sujets emblématiques, je cache pas que la grande bibliothèque, la scène nationale, le stade Marcombe, ou la démolition de la muraille de Chine. Oui. J'espère que ça restera, ou le Gisèle Halimi, pour la maison pour les violences faites aux femmes. Je pense que voilà, tout un ensemble de lieux qui transforment quotidiennement la vie des gens, et où j'espère qu'on se souviendra que ça a été fait dans cette période-là de la vie de la ville, de l'histoire de la ville. Je vous remercie déjà pour le côté très émouvant, et vous avez anticipé en plus une question que j'allais vous poser. Je voulais vous parler un peu d'écologie. Vous disiez à très juste titre, c'est un des sujets majeurs qui va fatalement nous tomber dessus. Comment une collectivité et comment un maire peut préparer sa collectivité, son urbanisme à ce changement, et comment on peut l'anticiper? Il y a une multitude de politiques publiques. Nous, ce qu'on a fait pour d'abord décarboner les transports publics, ne serait-ce que pour réduire la pollution de l'air et les maladies chroniques chez les enfants. Donc, c'est Inspire, 300 millions, 2 lignes de transport public en site propre, 27 km, électriques. Donc, pour essayer de remplacer les voitures, parce que 70% des Clermontois et des habitants de la métropole utilisent leur voiture tout seuls pour faire moins de 4 km. Mais pour que ceux qui viennent d'ailleurs et qui, eux, n'ont pas de solution, puissent trouver des rues fluides, il faut que ceux qui ont d'autres alternatives, le transport public, le vélo, s'en saisissent. La deuxième chose, c'est que quand on a vu la crise aujourd'hui sur les énergies fossiles, qui va devenir de plus en plus forte, nous, on a décidé de faire des réseaux de chaleur qui se raccrochent à l'incinérateur de Clermont, et donc la chaleur produite en brûlant nos ordures, donc circuit court, et on peut estimer qu'on aura toujours des ordures, contrairement au pétrole. Il y a des réseaux de chaleur, et ça chauffe aujourd'hui le CHU ou le campus des CESO, par exemple, et 20 000 l'équivalent logement. Troisième volet, c'est l'eau, sur lequel nous essayons de travailler pour réduire les fuites. Et j'ai visité au Sables-d'Olonne une usine pour voir comment pourrions-nous gérer l'approvisionnement d'eau en circuit fermé, c'est-à-dire que vos douches, vos eaux de vaisselle, vos eaux de toilette puissent être complètement traitées et remis dans le circuit. Parce que il est possible qu'on n'ait plus d'eau dans 50 ans. Que l'Allier, qui est aujourd'hui notre principale source d'alimentation en eau pour les 300 000 habitants de la métropole, soit réduit. Et donc si demain il n'y a plus d'eau, par exemple le barrage de Nossac, qui est le barrage qui retient l'eau qui alimente Clermont, il y a 2 étés, il était à 25% de sa capacité. Donc il est fort probable que dans les années 2030, 2040, 2050, en fait, il n'y ait plus d'eau. Donc penser à construire une usine aujourd'hui, c'est des usines qui peuvent coûter jusqu'à 60, 80 millions d'euros. C'est une façon d'anticiper cette transition écologique. Oui, c'est les fameux investissements qui, de toute façon, sont pour l'avenir. Exactement. Après, il y a plein d'autres choses, la végétalisation, les parcs,
le vélo, le coefficient de biotope, ça paraît très technique, Oui. mais le fait que maintenant, quand on construit un bâtiment, les aménageurs doivent livrer un bâtiment dans lequel il y a des espaces de pleine nature et pas seulement du béton. D'accord. Donc, et pour l'hôtellerie du Jardin Lecoq, on peut rien faire, c'est sûr. Bah non, parce que même maintenant, les écolos purs et durs vous diraient que c'est Oui. pas très sympa pour les animaux. Là, on passera sur la troisième phase. C'est une phase, pour le coup, qui vous appartient. L'idée, c'est, est-ce que vous avez quelque chose, bon, on demanda une chose ou plusieurs même, qui vous ont marqué, que ce soit un vécu, une rencontre avec quelqu'un, une association, ou juste Ouais, quelque chose j'ai que vous mis auriez raconté. J'ai mis l'histoire à raconter, peut-être que j'écrirai mes mémoires, mais par exemple, quand il y a eu le Grenelle des violences faites aux femmes, la préfète à l'époque était une femme à Clermont, elle avait décidé d'organiser une conférence inversée, c'est-à-dire que c'est pas les élites qui parlaient, c'était des femmes victimes de violences qui pendant 2 heures nous ont raconté leurs histoires de vie. En face d'elle, à l'époque, il y avait pratiquement que des hommes, un préfet, enfin la préfète était une femme, mais un général d'armée, un général de gendarmerie, un directeur de la police, un maire, un président de département, un président de région. Et pendant 2 heures, on n'a pas eu nous qui avons l'habitude de nous exprimer et d'être écoutés, c'est nous qui nous sommes mis en écoute. Et bon, je dois avouer que 2 heures de récits, d'horreur et de violence dans tous les milieux sociaux, par exemple, c'était le cas avec. Ça m'a beaucoup perturbé. Ça a donné lieu dans mon esprit à la construction du 25 Gisèle Halimi, lieu pour les femmes victimes de violences. Et quand je vois qu'aujourd'hui, sur la première année, 682 femmes ont poussé la porte juste, il y avait plus de monde, mais juste pour des violences faites aux femmes, ça veut dire à Clermont, sur l'échelle du département, parce qu'elles viennent d'un peu partout, c'est 2 femmes par jour. Oui. Voilà, ça m'a beaucoup touché. J'ai rencontré des personnalités absolument passionnantes dans tous les domaines. Je pense aussi au jumelage avec la ville de Kremenchuk en Ukraine, avec le maire. Ils sont en guerre. On a accueilli la semaine dernière 40 lycéens qui passent 3 semaines de vacances ici, de répit, et qui sont tous des jeunes dont les parents sont morts ou blessés pendant la guerre. Et je faisais mon discours sur la relation entre nos deux villes, l'amitié, la paix, la guerre, le sens un peu de la vie. Et j'avais 10 ou 12 gamins de 13, 14, 15 ans qui pleuraient. Donc voilà, c'est des émotions et les rencontres que donne à connaître cette fonction si belle d'être mère. C'est l'une des plus belles fonctions politiques qui existent. C'est même peut-être la plus passionnante. Est-ce que vous diriez que ce côté humain, c'est ce qui vous fait tenir aussi ? Oui, ce qui me fait tenir, c'est moi j'ai toujours voulu lutter contre. Ça peut paraître un peu cliché, mais contre les injustices, contre les inégalités. C'est mes valeurs profondes. Donc quand j'ai le sentiment d'avoir fait avancer les choses et d'avoir un peu combattu microscopiquement dans une échelle mondiale complexe, dans une société complexe, comme dirait Morin, si j'ai un peu changé la vie, la trajectoire de quelques individus grâce aux décisions que j'ai prises, je me dis que ça vaut le coup que je me fasse, que je travaille autant et que je me fasse engueuler autant. Bon, parfait. Olivier Bianchi, je vous remercie d'être venu nous voir. C'était un grand plaisir. Merci à vous. Avec plaisir. Ce podcast est maintenant terminé. Nous vous remercions et nous vous disons à la prochaine fois. Au revoir.